Donc bonsoir à toutes et tous, bienvenue à une conférence délocalisée donc, de la médiathèque protestante du Stift, puisque nous inaugurons ce soir un nouveau partenariat avec l'église Saint-Paul, qui, comme certains d'entre vous le savent sans doute, et oui mais j'ai du retard, hein. Les gens ne le savent pas à la caméra, mais nous on le sait. Donc la paroisse Saint-Paul est la paroisse universitaire de l'UEPAL, et donc je remercie chaleureusement Marie-Claire Godelet, la pasteur, d'avoir initié ce partenariat. Je prolonge les remerciements pour un autre partenaire de la soirée, puisque cette conférence est également en lien avec l'association Spiritualité et Culture, et je dois excuser son président Jacques Richard qui n'a pas pu être des nôtres ce soir. Et donc on est très heureux de pouvoir prolonger ce partenariat qui a déjà commencé à la fin de l'année dernière. Et dernier partenaire historique de la médiathèque, n'oubliez pas à la fin de la conférence, mais vous avez déjà eu le temps d'y passer, de croiser la librairie Oberlin, que l'on remercie chaleureusement d'être venu ce soir jusqu'à Saint-Paul. Donc on retrouve ce soir un certain nombre de nos conférences historiques qui sont régulières à la médiathèque, et on est très heureux d'accueillir Pierre-Benoît Romagnoux, car il vient nous parler du protestantisme français au XVIIe siècle, et les XVIIistes, spécialistes du protestantisme, se font rares. Je le remercie donc très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Pierre-Benoît Romagnoux est agrégé, docteur en histoire moderne et membre du centre Roland Mounier, un centre qui dépend à la fois de Sorbonne Université et du CNRS. Il travaille sur l'histoire de Paris et de l'Île-de-France à l'époque moderne, et plus précisément sur l'histoire de la justice et de la police, puisqu'il a consacré sa thèse de doctorat au rapport de la justice avec les habitants des banlieues de la capitale du Royaume de France durant la seconde modernité, thèse parue sous le titre « Dans l'orbite de Paris, les habitants de la banlieue et la justice entre 1670 et 1789 » aux éditions Classique Garnier en 2020. Mais nous l'accueillons ce soir pour son deuxième ouvrage, paru cette fois aux Presses universitaires de France l'année dernière, et qui apporte un regard inédit et tout à fait neuf sur un épisode majeur de l'histoire du protestantisme français au XVIIe siècle, à savoir la révocation des Dits de Nantes. Alors depuis, on ne va pas faire un grand cours d'historiographie, mais depuis 1985, donc le tricentenaire de cet événement, l'histoire de la révocation a été profondément renouvelée par d'importants travaux, dont certains ont fait date, au premier rang desquels la monographie de l'historienne Elisabeth Labrousse, intitulée « Une fois, une loi, un roi, la révocation des Dits de Nantes », donc un ouvrage majeur qui aborde le sujet d'une manière globale. Et pour retrouver un travail d'ampleur sur la révocation à Paris, il faut remonter à 1894 avec l'étude d'Orentin Douin, un pasteur qui a fait ses études à Strasbourg à la faculté de théologie au milieu du XIXe siècle. Et donc un ouvrage qui est intitulé « La révocation des Dits de Nantes à Paris » d'après des documents inédits. Donc ainsi l'ouvrage que Pierre-Benoît Romagnoux nous présente ce soir constitue-t-il, et pour l'histoire de la police et pour l'histoire du protestantisme français à l'époque moderne, un renouvellement important et passionnant, puisque c'est vraiment passionnant ce livre. Donc merci d'avoir accepté cette invitation, et bonne conférence à toutes et tous, et encore désolé pour le retard. Donc bonsoir, merci d'être venu, merci de m'avoir invité, merci. Comme ça a été dit, je vais présenter quelque chose autour de l'ouvrage, et cet ouvrage, comme tous les exposés d'histoire, se situe à la croisée de trois éléments. Le premier élément, c'est évidemment la bibliographie, c'est-à-dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Alors il y a des choses qu'on sait et des choses qu'on ne sait pas pour la police. Pour la police, ce qu'on sait, c'est que très largement, au XVIe siècle et encore au début du XVIIe siècle, les habitants de Paris faisaient très largement leur autopolice, à travers notamment la milice bourgeoise, mais petit à petit, ces pouvoirs de police sont confiés au XVIe, au XVIIe siècle à ce qu'on appelle des officiers du roi, c'est-à-dire des gens qui possèdent un office. Et ça se marque notamment en 1667 avec la création de la lieutenance générale de police dans la capitale. Et cette date de 1667, elle est souvent retenue par les historiennes et les historiens, puisque c'est l'ancêtre de la préfecture de police de Paris. Mais cette date n'a pas donné lieu à beaucoup d'études. Autrement dit, on dit toujours la lieutenance générale de police a été créée en 1667, mais ce que font effectivement les policiers autour de cette date sur le terrain est assez peu connu. D'où l'intérêt, évidemment, de l'étudier, de se tourner vers la documentation qui a été produite. Voilà du côté de la police. Du côté des protestants, il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que les protestants dans la capitale, c'est une communauté minoritaire. On estime qu'il y a entre 6 000 et 9 000 protestants dans les années 1680 dans la capitale, pour une ville de 450 000 habitants. Une minorité qui est surreprésentée dans les groupes intermédiaires de la société.
c'est-à-dire qu'ils sont moins bien représentés chez les très pauvres et moins bien représentés chez les très riches, mais on trouve beaucoup de protestants parmi les artisans, les commerçants, les boutiquiers. L'histoire sociale de ces protestants est assez méconnue pour la seconde moitié du XVIIe siècle, alors qu'elle est bien connue pour le XVIe, pour le début du XVIIe et pour le XVIIIe siècle. Donc vous voyez, j'ai concentré mon regard ici sur un moment où on connaît assez peu la police et un moment où on connaît assez peu le protestantisme. Ça a été rappelé en introduction, le livre qui s'est intéressé à la révocation de l'édit de Nantes et aux protestants à Paris, c'est le livre d'Orentin Douan de 1894 qui est un martyrologe. Donc il fait la liste à la fois des protestants et de toutes les souffrances qu'ils ont endurées. Mon point de départ, c'est de dire que cette révocation de l'édit de Nantes, qui intervient en octobre 1685, elle est concomitante de la mise en place d'une nouvelle police avec la lieutenance générale de police qui s'est créée. Donc il y a un moment de concomitance. Ça, c'était le premier point, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Le deuxième point de mon introduction, c'est sur quel document travailler, sur quoi on peut s'appuyer pour écrire cette histoire. Il se trouve que dans la seconde moitié du XVIIe siècle, les fonds ministériels et les fonds des administrations tels que nous les connaissons aujourd'hui se mettent en place. Il y a encore des collections d'érudits, mais les fonds se mettent très largement en place. Et ce qu'il est possible de faire pour l'année 1685 et l'année 1686, c'est qu'on peut regarder quasiment jour par jour toute la chaîne de commandement policière, c'est-à-dire des ordres donnés par Louis XIV lui-même jusqu'à la production écrite ou orale du dernier des indicateurs de police sur le terrain. On peut reconstituer toute la chaîne de commandement et donc voir qui est où et qui fait quoi. Et donc j'en arrive à mon troisième point de l'introduction, c'est-à-dire passer du domaine au sujet, passer du thème à la thèse, passer de la concomitance à la causalité. Mon propos ne va pas être celui d'Orentin Douan. Orentin Douan, il avait utilisé certains documents de police pour faire l'histoire des protestants. Moi, j'étudie ces documents de police pour faire l'histoire de la police. Autrement dit, je prends la documentation dans son sens. Il est tout à fait possible de retourner la documentation comme un doigt de gant et de lui faire dire autre chose, bien sûr, mais moi, je vais la prendre dans son sens. Ensuite, ce que je ne ferai pas ici, c'est que je ne ferai pas la tentative, je ne vais pas tenter de vous expliquer pourquoi la révocation de l'édit de Nantes. La question des causes de la révocation, elle sature toute la production livresque depuis 1685. Donc, vous êtes sans doute aussi, voire beaucoup plus savant que moi sur le sujet. Je ne vous apprendrai rien ce soir. En revanche, ce qui va m'intéresser, c'est la question comment la révocation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Louis XIV signe la révocation, comment on l'applique, comment on fait. Et il se trouve que dans la capitale, appliquer la révocation, c'est confié à la police parisienne. Donc, comment la police parisienne va-t-elle faire pour appliquer la révocation de l'édit de Nantes? La thèse que je vais essayer de soutenir devant vous, c'est l'idée que la révocation de l'édit de Nantes, pour la police, c'est une crise au sens étymologique, c'est-à-dire c'est une manifestation soudaine, brutale d'une maladie, l'aggravation d'un état chronique. C'est-à-dire que étudier le travail de la police au moment de la révocation de l'édit de Nantes, ça révèle l'action de la police, mais ça révèle aussi les changements de la police sur elle-même. Donc il va y avoir ces deux aspects. Je vous affiche les lieux principaux de la police qui vont m'intéresser. Et je vais faire un exposé qui va être grosso modo chronothématique. Dans un premier point, je m'intéresserai à la réduction du protestantisme jusqu'à l'automne 1685. Vous le savez, la révocation de l'édit de Nantes n'arrive pas en plein milieu d'un ciel bleu, elle arrive au terme en fait de décennies de réduction de ce qu'au Conseil du Roi on appelait d'un euphémisme l'interprétation à la rigueur de l'édit de Nantes. Il s'agissait en fait de renier petit à petit tous les droits des protestants partout dans le royaume. Poursuivant un triple objectif, le Conseil du Roi cherchait d'abord à favoriser les catholiques, c'est-à-dire à limiter au maximum les manifestations publiques réformées dans les rues. Par exemple, les protestants parisiens perdirent le droit de chanter les psaumes quand ils se rendaient au temple de Charenton dans la rue. Ils avaient l'obligation également de se soumettre aux manifestations catholiques. Autrement dit, le jour
des fêtes de saints catholiques, les jours chômés, ils n'avaient pas le droit d'ouvrir leurs boutiques, ils n'avaient pas le droit d'ouvrir leurs ateliers, ils n'avaient pas le droit de travailler, ils étaient obligés de se soumettre. Le deuxième point, c'est celui d'empêcher l'expansion et la reproduction du protestantisme, c'est-à-dire essayer de supprimer des lieux d'enseignement du protestantisme, finir par abaisser à 7 ans l'âge à partir duquel les prêtres catholiques pouvaient avoir accès aux enfants pour les convertir. Et enfin, c'est expulser les protestants de la vie professionnelle et sociale, en particulier de métiers jugés importants, des métiers de justice, mais aussi des métiers médicaux. C'est-à-dire faire en sorte que les petites protestantes ou les petits protestants qui venaient de naître soient confiés à des nourrices, à des sages-femmes catholiques, qui pouvaient évidemment les ondoyer. Vous voyez ce que ça pouvait donner. Tout ça se déroule sur le terrain juridique, c'est-à-dire que le Conseil du roi combat les libertés protestantes sur le terrain juridique, et les protestants répondent sur ce terrain juridique, et évidemment les dés sont pipés puisque la monarchie est jugée partie, donc ils perdent tout le temps. Évidemment, du point de vue de la haute administration catholique, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ils ont dans la tête, je le dis très simplement, que déjà la tolérance, à cette époque-là, c'est une valeur négative. C'est le sens du mot tolérance qu'il a conservé encore aujourd'hui en médecine, lorsque vous allez voir votre médecin et qu'il vous demande quelle est votre tolérance au paracétamol. Sous-entendu, est-ce que si vous en ingurgitez, est-ce que vous allez mourir dans l'heure ou non? Donc la tolérance, c'est une valeur négative au XVIIe siècle. Le deuxième élément, c'est que, vu depuis Paris ou vu depuis Versailles, les chiffres qui arrivent à la haute administration ne sont que des chiffres de conversion. C'est-à-dire n'arrivent dans les bureaux versaillais que des listes de protestants qui se sont convertis. Et donc, beaucoup de gens dans la haute administration pensent ou feignent de croire que, en fait, les communautés protestantes sont moribondes. Et que, finalement, la révocation de l'édit de Nantes, ça serait la suite logique. Évidemment, les historiens ont travaillé depuis, ils savent que ça n'est pas du tout le cas, mais en tout cas, depuis Versailles, c'est l'idée qu'on pouvait s'en faire. Et enfin, dernière idée qu'il y a dans la tête de Louis XIV et de la haute administration, c'est qu'à cette époque-là, il n'y a pas de relativisme religieux. C'est-à-dire que le roi lui-même est comptable, du moins indirectement, du salut de ses sujets. Et au fond, le point de débat se situe autour de l'interprétation de Luc XIV, 23, contraint les d'entrée. C'est ça la question. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce passage? Sur le terrain parisien en particulier, à partir du début des années 1680, la police est chargée de surveiller, d'espionner la communauté protestante. C'est-à-dire qu'elle entretient des indicateurs de police au temple de Charenton, lieu de culte pour les Parisiens. On note qui est présent, ce qui se dit, et notamment évidemment les élites de la communauté. Il y a aussi tout un tas de manœuvres pour faire saisir des livres. C'est-à-dire que des commissaires de police parisiens sont chargés d'aller chez les protestants, notamment chez les élites de la communauté, et de prendre leurs livres. Et ensuite, l'archevêque de Paris fait une liste envoyée à la monarchie en fait imprimer des volumes, et la police est chargée d'aller donner ces volumes aux protestants. Alors évidemment, vous comprenez la manœuvre, c'est-à-dire qu'on a tous chez nous des livres qu'on n'a jamais ouverts. On a tous chez nous des livres avec lesquels on n'est pas d'accord. Donc il s'agit moins ici de tuer des idées en donnant des livres ou en prenant des livres, il s'agit assurément, en revanche, d'humilier ces protestants. C'est-à-dire qu'ils voient arriver des policiers à l'heure du laitier, qui rentrent chez eux, détruisent tout, prennent les livres, en laissent d'autres, etc. Donc des scènes assez brutales. La surveillance policière s'attache aussi aux lieux d'assistance, qui sont notamment autour des cimetières, qui sont, avant la révocation, confiés à la communauté réformée, et aussi, évidemment, à la surveillance du travail, puisque les métiers jurés parisiens sont des métiers qui ont des confréries, donc avec des saints, et évidemment, l'intégration plus ou moins bonne des protestants dans ces métiers jurés entraîne leur assistance ou non à un certain nombre de cérémonies religieuses. Avant la révocation, le but, c'est aussi de permettre aux prêtres catholiques d'avoir accès aux protestants qui sont mourants. Et on a des scènes, chaque fois qu'on sait qu'un protestant est mourant, on prévient le commissaire de police du quartier qui fait intervenir 2 ou 3 gros bras, on défonce la porte et on permet à quelques religieux qui traînaient là d'avoir accès aux mourants, avec plus ou moins de succès évidemment, mais enfin vous voyez la démarche. On peut aussi s'insérer dans les familles à la faveur d'une conversion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un des membres de la famille
s'est converti ou est en train de se convertir au catholicisme, évidemment la police met le pied dans la porte et rentre dans les familles. Il y a par exemple un exemple d'un libraire qui s'appelle Charles Dupin. Sa femme vient de se convertir au catholicisme, il a plusieurs enfants, dont 3 filles qui ont plus de 7 ans. Et donc le commissaire de police rentre chez lui, dit à Charles Dupin, bah, écoutez, vous allez vous mettre dans une pièce à côté, madame va se mettre dans une autre pièce, et puis nous on va discuter avec les enfants. Au terme de la discussion, tous les enfants veulent être catholiques. Quand vous lisez l'interrogatoire des enfants, ils répondent comme des docteurs en théologie. Autrement dit, ils ont subi un interrogatoire assez serré et on n'a pas recopié leurs réponses, il y avait un formulaire pré-rempli en fait. Donc on fait revenir Charles Dupin, on dit à Charles Dupin, vous voyez, en fait, il n'y a plus que vous qui êtes protestant dans votre famille. Et donc qu'est-ce qui reste comme arme à Charles Dupin? Il lui reste une seule arme, c'est celle des criminels endurcis en garde à vue, c'est « je signe pas le procès-verbal ». Mais à la fin des fins, je ne signe pas le procès-verbal. Et à la fin des fins, il est tout seul dans sa famille. Donc vous voyez la pression qui pèse sur ces réformés. Et donc c'est à ce moment-là qu'intervient l'édit de révocation en octobre 1685, je fais un rappel, qui ne concernait pas les luthériens d'Alsace, qui permettait aux pasteurs ou bien de se convertir ou bien de partir. Toute une partie des pasteurs de cette époque, il y avait beaucoup de gens brillants, mais beaucoup n'étaient pas des hommes d'action, donc il y en a quand même beaucoup qui partent. En revanche, les fidèles ont l'interdiction de partir et l'obligation de se convertir. Dans l'édit de révocation, a priori, on leur laisse du temps pour que Dieu les éclaire, selon la formule consacrée. Dans les faits, on va voir que ce n'est pas du tout le cas. Ce qu'il faut comprendre ici en première approche, c'est qu'on a un État central qui considère dès 1685 que le corps et l'esprit de ces sujets lui appartiennent. Ce qui est une idée qui va extrêmement loin. Vous savez qu'il y a encore aujourd'hui un certain nombre de pays dans lesquels on ne peut pas renoncer à sa nationalité. Vous voyez, c'est une idée dans la construction de l'État au XVIIe siècle qui est très importante. Et donc à partir de ce moment de révocation, j'en arrive à mon deuxième point, il faut convertir les protestants. Qui va être à la manœuvre? Le premier qui va être à la manœuvre, c'est Gabriel Nicolas de Larénie, donc le lieutenant général de police, 1625-1709. Larénie, il a un très grand office de justice, il est maître des requêtes de l'autel. C'est parmi les maîtres des requêtes de l'autel qu'ont recruté les intendants de province, nos préfets actuels. Donc c'est un office qui vaut une fortune, ça vaut l'équivalent de 3 hôtels particuliers à Paris, l'achat d'un office de maître des requêtes de l'autel. Il est assez proche du milieu dévot, il a par exemple sa fille de son premier lit au couvent de Sainte-Élisabeth, c'est le tiers-ordre franciscain. Au XVIIe siècle, les dévots de la capitale mettent une partie de leurs enfants dans le tiers-ordre franciscain, masculin comme féminin. Il est le gendre de Jean de Garibald qui a financé aussi les missions étrangères. Donc c'est cet homme-là qui va être chargé de la conversion des protestants. À côté de lui, il va avoir Nicolas Delamarre, le commissaire Delamarre, qui a laissé un traité de police qui est très connu et que vous avez ici en caricature. Il a été caricaturé par des réformés en moines ivres. Je livre cette caricature à votre sagacité. Comment s'organiser pour convertir les protestants? Premier élément, il faut savoir combien il y en a. Autrement dit, il faut savoir combien il y a de protestants dans la capitale. La police va donc se livrer à un exercice de quadrillage de l'espace. Quartier par quartier de la capitale, puis rue par rue, on va demander aux commissaires, qui sont chacun dans un quartier, de faire des listes. Alors ils vont commencer leur liste en mettant uniquement les chefs de feu, les chefs de famille, puis au fur et à mesure, ils vont individualiser. Donc on a des fiches, des centaines et des centaines, on a encore ces fiches dans les archives de protestants, et sur ces fiches, ils notent bien souvent sur quel point la police va pouvoir appuyer. Un tel a des dettes, un tel pense ça, un tel boit, un tel fait ci, un tel fait ça, on va pouvoir appuyer à cet endroit-là, etc. Et une fois qu'on a fait ces listes-là, on va, dans un premier temps, recevoir ces individus, ou au moins les chefs de famille. Et évidemment, dans ces sociétés d'Ancien Régime, on reçoit les gens selon leur rang. Si vous êtes quelqu'un de très bien, très chic, vous allez être reçu par le secrétaire d'État de la Maison du Roi, l'équivalent du ministre de l'Intérieur. Si vous êtes un peu en dessous, vous allez être reçu par le lieutenant général de police, dans son hôtel particulier de la paroisse Saint-Eustache. Voilà. Si vous êtes un peu en dessous, vous allez être reçu par le commissaire de votre quartier. Et puis si vous êtes, si j'ose dire, tout en bas,
un policier va venir vous voir, va vous dire vous vous convertissez, je vous jette une pièce, oui, non, comment on fait? Vous voyez, on ne prend pas de pincettes dans ces cas-là. Donc dans un premier temps, vous voyez, on reçoit ces protestants. Il y en a qui acceptent de se convertir. On a par exemple Samuel Bernard qui se convertit très 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 vite et qui devient, comme vous le savez, le grand financier de la dernière partie du règne de Louis XIV. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus retors. Donc là, évidemment, la police va tout simplement les menacer. Alors comment est-ce qu'on peut les menacer? On peut séparer les familles, on peut en envoyer certains en province. À des artisans qui tiennent boutique, on va leur dire tant que vous réfléchissez, vous n'allez pas ouvrir votre boutique. Donc vous n'aurez pas de revenus. Et on vous laisse réfléchir, hein, pas de problème, mais vous n'ouvrez pas votre boutique. Donc évidemment, vous voyez que c'est un moyen de les étrangler. Et ensuite, on peut commencer à enfermer des gens, enfermer certains membres de la famille. On peut mettre monsieur à la Bastille, madame dans un couvent, le fils dans un collège jésuite, la fille chez une famille bien sous tout rapport, et on leur facture la détention. Donc vous voyez une pression importante qui pèse sur eux. Beaucoup finissent par signer un acte qui reconnaît l'empire du catholicisme sur le monde et qui officiellement se convertissent. Ils signent en bas d'un papier. Si bien que le lieutenant général de police, en février 1686, donc vous voyez quelques mois en fait après la révocation, effaré d'écrire à son ministre de tutelle, il n'y a plus que 46 protestants dans la capitale. Il n'y en a pas 45, il n'y en a pas 47, vous voyez, il y en a 46. Bon. Vous voyez que là aussi, la police construit sa légitimité aussi en faisant signer ces papiers-là, c'est-à-dire prouve en fait son efficacité. Qu'est-ce qu'il y a de vrai derrière ces papiers? Sans doute pas grand-chose dans la majorité des situations. Ce qu'on voit justement à partir de février 1686, c'est que certains protestants aient accepté de signer une formule de conversion ou non, beaucoup cherchent à s'organiser pour quitter, malgré l'interdiction, le royaume de France. Et donc là, ça pose un nouveau problème à la police, évidemment, parce que avant, elle quadrillait l'espace par quartier, par rue, et là, elle va être obligée de gérer les flux. C'est-à-dire les gens vont chercher à se cacher pour disparaître, pour partir. Donc il s'agit de policer les flux. Alors, pour des raisons évidentes d'explication, je vais d'abord faire comment les protestants s'organisent pour partir et ensuite comment la police cherche à les arrêter. Évidemment, tout se passe en même temps et les uns et les autres s'adaptent, bien sûr. Alors, imaginez, vous êtes un réformé à Paris. Comment vous vous organisez? Il y a plusieurs solutions. Soit vous êtes parisien vous-même, soit vous n'êtes pas parisien. On a toute une série de gens qui sont de province qui passent par la capitale. Parfois qui viennent d'extrêmement loin pour venir dans la capitale. On a par exemple des Nîmois qui arrivent dans la capitale, alors qu'on aurait pu imaginer qu'ils auraient pu passer par Lyon et rejoindre ensuite Genève. On a des cas de gens qui passent par Lyon. On a des gens qui viennent du sud du Massif central. Certains, en revanche, depuis le sud du Massif central, vont rejoindre La Rochelle. Certains Normands passent par Paris, d'autres prennent un bateau, etc. Mais beaucoup de provinciaux passent par la capitale, notamment parce qu'ils ont des connaissances dans la capitale. Au sens, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'ils connaissent ce qu'ils vont pouvoir rencontrer dans la capitale, et ils connaissent des gens dans la capitale qui vont pouvoir les guider. Alors que ces gens arrivent de province, que ces gens soient parisiens, à un moment ou à un autre, il va falloir se cacher. La première manière pour se cacher, ça va être de dissimuler son identité. On a par exemple Lombard, un monsieur qui s'appelle Lombard, qui est Nîmois, qui se fait arrêter par la police, et la police lui dit « mais vous vous appelez Lombard, mais quand vous êtes arrivé dans Paris, vous n'avez pas déclaré à celui qui vous louait une chambre que vous vous appeliez Lombard. Pourquoi ?» Et il dit parce que les Lombards, parmi les Nîmois qui habitent à Paris, les Lombards sont connus pour être des protestants. Autrement dit, la première chose que j'ai faite en arrivant à Paris, c'est déjà dissimuler cet aspect-là de mon identité. Ensuite, il va falloir, évidemment, trouver quelqu'un ou un moyen de pouvoir sortir de France. Le moyen le moins cher, c'est acheter une liste de lieux. Vous avez ici une liste de lieux que j'ai représentée sous forme de carte. Alors évidemment, nous concevons l'espace sous forme de carte, les gens du XVIIe siècle, pas forcément. Autrement dit, des gens pouvaient voyager sans avoir de carte sur eux, mais en ayant des listes de lieux. Mais pour nous, cette carte, elle est intéressante, j'y reviendrai. Ça, c'est le niveau 0, si j'ose dire. Vous prenez une liste de lieux et puis vous passez de village en village pour partir. Ensuite, sinon, vous pouvez faire appel à ce qu'on peut nommer des guides, c'est-à-dire des gens qui vont vous guider vers
les pays réformés de l'étranger, essentiellement depuis Paris, dans un premier temps la vallée du Rhin et les Provinces-Unies, avant éventuellement de rejoindre d'autres espaces. Ces guides-là, ou bien vous les connaissez, ou vous en connaissez, ou bien des gens ont déjà quitté la France et donc vous ont écrit « adresse-toi à Monsieur Machin », ou bien il va falloir les trouver quelque part. Évidemment, dans Paris, il y a des lieux de promenade, donc vous allez les trouver éventuellement sur des lieux de promenade, on se promène au Jardin du Luxembourg, sur le Pont Neuf, et donc vous allez essayer d'en rencontrer. Vous allez entendre un accent régional qui est le même que le vôtre, vous allez essayer de poser des questions de manière un peu indiscrète. On imagine évidemment qu'il y a eu des attrape-nigauds, mais il semble qu'il y a vraiment des gens qui ont trouvé des guides comme ça. Ce qui évidemment terrifie la police, parce que ça rend impossible son travail. Si les gens trouvent des guides au hasard, c'est impossible, on ne peut rien faire. Ensuite, vous pouvez éventuellement fréquenter des lieux qui sont réputés comme des lieux où il y a beaucoup de protestants. Par exemple, rue de Seine, rive gauche, vous avez une auberge qui s'appelle À la ville de Montpellier. Et donc là, c'est un repère de protestants. Et évidemment, c'est un repère de protestants, donc la police y entretient des indicateurs. Évidemment. Une fois que vous êtes entré en contact avec un guide, on se rend assez vite compte qu'il n'y a pas de bénévoles dans ce monde-là. Autrement dit, d'une manière ou d'une autre, il va falloir payer votre guide. Ou bien le guide vous fait passer gratuitement, c'est-à-dire par-dessus le marché. Et ça veut dire que c'est vous qui allez prendre des risques pour lui. Vous passez gratuitement, mais vous allez lui trouver d'autres personnes qui vont payer. C'est-à-dire qu'ils vont payer en partie votre trajet, il faut bien le dire. Ou bien ensuite, vous avez toute une série de guides qui vont vous vendre des services plus ou moins importants. Le niveau 0, si j'ose dire, c'est un guide, pas forcément protestant d'ailleurs, qui est marié et qui a des enfants, et qui va demander à son prêtre un extrait de mariage et 2 extraits de baptême s'il a 2 enfants. Et donc il arrive dans la capitale, il dit ben, moi je peux faire passer une dame, qui sera donc ma femme, le temps du trajet, et 2 enfants qui ont à peu près cet âge-là. Donc vous voyez qu'ici ça nécessite de faire éclater les familles. Et on comprend bien dans la documentation policière qu'il y a eu des scènes de larmes, des gens qui se jurent qu'ils se retrouveront et qui ne se sont jamais retrouvés, parce que l'un a fini aux galères, l'autre ailleurs. Mais il faut, si vous voulez, coller à cette fausse identité. C'est-à-dire qu'il y a des vrais papiers d'identité utilisés faussement. Et ensuite, si j'ose dire, vous avez le moyen de passer le plus cher possible, c'est-à-dire il y a des guides qui ont un passeport diplomatique, qui ont réussi à obtenir d'un des secrétariats d'État un passeport, et donc sur votre passeport diplomatique, ce sont des gens très bien, qui ont des passeports diplomatiques, donc avec eux il y a des domestiques. Donc évidemment il y a plusieurs domestiques, et donc il va falloir se déguiser en domestique, et donc vous allez pouvoir circuler, et monsieur est mon domestique, pas de problème, etc. Évidemment, la police arrive à en identifier quelques-uns, forcément moins que ce qu'il y a eu. En 1686, elle les a pas forcément tous arrêtés, mais elle en a identifié à peu près 85. Ça veut dire que c'est un chiffre plancher. Il y en a eu au moins 85. Pour les années 1680-1690, elle en a identifié en tout 150. Encore une fois, chiffre plancher. Vous voyez que ce sont des chiffres considérables, mais évidemment, derrière cette expression de guide se cachent des réalités extrêmement différentes. Une fois que vous êtes mis d'accord avec ce guide, vous êtes mis d'accord sur une somme d'argent, parfois plusieurs centaines de livres, il va falloir entamer la route. Évidemment, c'est la carte que je projette. Et cette carte, elle est intéressante parce que ce qu'on voit, c'est que vous avez beaucoup d'étapes autour de Paris et vous avez beaucoup d'étapes autour de la frontière. Autrement dit, ça veut dire que vous êtes susceptible de vous faire contrôler dans Paris, autour de Paris, parce que les troupes qui sont stationnées en Île-de-France peuvent procéder à des contrôles sous l'autorité du lieutenant général de police, et ensuite proche des frontières, ou bien le ministère de la Guerre entretient des régiments qui sont chargés de trouver les gens qui cherchent à passer, ou bien les communautés locales peuvent aussi arrêter les protestants qui cherchent à passer. Et là, ça se passe, si j'ose dire, encore plus mal. Si vous faites arrêter par les paysans au milieu d'un champ, là vous faites violenter beaucoup plus probablement que par l'armée, pourtant brutale en ces circonstances. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, quand on regarde les interrogatoires des guides, ceux qui ont réussi à passer, c'est que ce n'est pas forcément les plus riches qui arrivent à partir, c'est ceux qui sont les plus capables. C'est-à-dire capables de se déplacer. Un domestique protestant, qui a été le domestique d'un grand noble qui a circulé à travers l'Europe pendant 20 ans, il est beaucoup plus capable de voyager, de parler une autre langue,
etc., que qu'un très riche laboureur qui aurait vendu ses terres, qui aurait beaucoup de numéraires sur lui, mais qui n'a jamais beaucoup voyagé, et lui sera incompétent. Il va avoir besoin de quelqu'un, nécessairement. Il y aurait d'autres circuits aussi pour faire sortir éventuellement de l'argent. Puisque le problème de ces années-là, c'est qu'évidemment, il y a moins de monnaie fiduciaire en circulation que d'argent en circulation. Vous le savez, quand les gens se marient ou quand vous avez besoin de faire des grosses dépenses, il faut procéder à des concentrations de numéraires. Donc lorsque vous cherchez à partir, il faut concentrer le numéraire, ou alors il faut payer les gens par des reconnaissances de dettes. Et donc c'est extrêmement compliqué une fois que vous êtes à l'étranger. Là, les ambassades de pays protestants à Paris peuvent vous servir de caution, peuvent servir de boîte aux lettres mortes, peuvent vous avancer des fonds, peuvent vous garantir des fonds éventuellement. Évidemment, face à cela, il y a, quatrième point, le travail de la police. Le travail de la police, donc, non plus quadriller l'espace, mais face à des flux. Donc les commissaires au Châtelet de Paris vont être importants, non pas s'ils restent dans leur quartier, mais s'ils suivent à travers tout Paris les protestants. Et puis, on va faire surtout appel à ce que les historiens appellent des militaires déchargés de la tâche de combattre. C'est-à-dire des militaires qui sont stationnés dans Paris, mais à qui on ne demandera jamais de faire la guerre. En revanche, cette mission de police-là, elle est pour eux. Le plus connu, c'est François Desgrais, incarné à l'écran par Jean Rochefort, dans la série de films des Angéliques. François Desgrais, 1632-1705, qui est né à Aiguilly, dans l'Aube, qui est un militaire, qui arrive à Paris dans les années 1660, et qui est l'homme du lieutenant général de police. On le sait parce que quand François Desgrais marie ses enfants, le lieutenant général de police est témoin au moment de la signature du contrat de mariage, ce qui prouve des appartenances dans le réseau. C'est vraiment sa créature. Et ce François Desgrais, il a des hommes autour de lui qui sont extrêmement difficiles à identifier. Il y a un monsieur qui s'appelle Rem, il y a un monsieur qui s'appelle Philippe Perrin. Je suis à la recherche dans les archives de Philippe Perrin, mais vous imaginez que dans une ville de 450 000 habitants, des Philippe Perrin, il y en a beaucoup. À l'heure qu'il est, je peux vous confirmer que ce n'est pas le Philippe Perrin, aubergiste à Saint-Germain-des-Prés, c'est pas lui, c'en est un autre. Mais voilà, je cherche. Toujours est-il que eux, ils vont pouvoir faire des filatures, faire des arrestations, parfois se déguiser en guide pour faire des coups de filet, etc., etc. On a aussi des gens comme François Desgrais qui vont enfermer des protestants chez eux, en dehors de toute procédure de justice réglée. Ils vont saisir leurs papiers, ils vont prendre du temps à fouiller leurs papiers, ils vont préparer des questions pour le commissaire ou le lieutenant général de police qui va venir les interroger. Il va y avoir tout un travail préparatoire. Et quand vous avez passé 3 semaines dans une chambre fermée à clé chez François Desgrais, il est possible, lors de l'interrogatoire, que vous soyez un peu loquace. Voilà. On le sait tout simplement parce que quand François Desgrais meurt en 1705, sa fille est unique héritière, elle écrit au Conseil du Roi en disant « Dans notre maison, il y a une salle entière avec les papiers des protestants que mon père avait saisis au moment de la révocation. Qu'est-ce que j'en fais ?» Donc le Conseil du Roi lui répond « Il y a un monsieur qui va venir les chercher. » Donc on vient les chercher, on les verse aux archives de la lieutenance générale de police, et dans les années 1720, l'archiviste de la lieutenance générale de police écrit au lieutenant général de police « Il y a une pièce remplie de papiers de protestants saisis au moment de la révocation. Soit vous me donnez 3 gars et on les trie, soit on les brûle. Brûlez-les. » Ça n'a plus de valeur d'actualité en 1720. On les a plus. Mais on a l'ordre de les détruire. Ça fait peser une pression énorme, évidemment, sur la communauté réformée. On arrive à des situations où des maris dénoncent leurs femmes. On a des lettres au lieutenant général de police de monsieur qui se sont convertis, qui ont une position sociale, leur femme a pris les enfants, se prépare à partir, elle est chez une copine et il dénonce sa femme pour garder sa position sociale. Vous voyez que ça, il ne s'agit pas de dire c'est bien ou mal, il s'agit de voir que ça met en tension quand même les familles, à minima. Évidemment, la police est aidée dans son travail de repérage par toute l'administration royale. Les intendants de province, qui peuvent envoyer des avant-courriers, monsieur machin, madame machin arrive. Le ministère de la guerre, qui voit passer aux frontières éventuellement les guides, des gens qui y vont, qui viennent, etc. Et puis évidemment, le ministère des Affaires étrangères, qui entretient des postes diplomatiques dans les pays protestants. J'ai dépouillé la correspondance diplomatique du comte d'Avaux, qui
qui est l'ambassadeur aux Provinces-Unies, c'est un honnête espion, donc lui-même ne fait pas d'espionnage, mais évidemment il a de l'argent pour payer des espions. Le plus connu c'est Tillières, il y en a d'autres, il y a notamment une femme, qui sont des traîtres. Ils sont des traîtres, c'est-à-dire ce sont des protestants français qui sont là et qui trahissent. Ils sont bien intégrés, ils vont faire la charité à ceux qui arrivent et les gens parlent, et donc ils le répètent. On arrive à un moment quand même où le comte d'Avaux est capable de monter une opération policière avec le lieutenant général de police. Donc cette femme-là, elle se rapproche d'un guide qui est à La Haye, et le guide lui dit je vais bientôt à Paris, je pars bientôt pour Paris, et je vais ramener beaucoup de protestants. Est-ce que tu peux venir avec moi parce qu'ils vont être très nombreux? Et la dame dit mais pas de problème, il n'y a aucun problème. Et je connais un peu le comte d'Avaux, on peut avoir des papiers si tu veux. Et donc le comte d'Avaux fait 2 passeports diplomatiques et consigne à la femme de dire vous le laissez arriver à Paris, vous lui laissez quelques jours pour prendre des contacts évidemment, et ensuite coup de filet. Donc, vous voyez, ce genre d'opération est possible dans l'administration du XVIIe siècle. Donc vous voyez, une administration en fait assez perfectionnée. Évidemment, cette correspondance que le comte d'Avaux entretient avec Versailles est chiffrée, en tout cas ces parties-là sont chiffrées, donc on a le déchiffrement et c'est transféré automatiquement à Paris. Lorsque ces protestants sont arrêtés, certains sont jugés, pas tous. Vous en avez qui partent aux galères, pas tous. Ce qui est certain, c'est que la monarchie veut absolument éviter ce qu'elle avait fait dans les années 1540, 1550. Elle ne veut pas offrir le martyre. Souvent, on les enferme. Les plus récalcitrants, ils restent longtemps. Vous en avez qui meurent en prison. Les guides, on les envoie dans les oubliettes du XVIIe siècle. Donc les oubliettes, ça veut dire les mettre très loin. On les envoie dans les forteresses que la monarchie tient dans les Alpes, dans les Pyrénées, aux îles Sainte-Marguerite. Vous regarderez dans un logiciel où sont les îles Sainte-Marguerite. Donc ils vont là-bas et on attend qu'ils meurent. Et d'autres, évidemment, vont aux galères. Mais on a beaucoup d'écrits, notamment Élie Neuhaut qui écrit aux galères, etc. À partir de la fin de 1686, de l'automne 1686, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de moins en moins de départs de protestants. C'est-à-dire que ceux qui ont voulu partir, l'immense majorité est partie ou n'a pas pu partir. Et donc ce qu'on va voir en revanche, c'est d'autres types de mobilité. La monarchie, elle a traqué les protestants, les a empêchés de partir. Le problème qu'elle a, c'est que l'anticalvinisme n'est pas un article d'exportation. Et la monarchie veut absolument maintenir les relations commerciales avec l'Europe protestante. Donc il faut laisser circuler les gens. Parfois des gens qui étaient des protestants français qui sont partis sans en avoir le droit. Ça pose toute une série de problèmes. On a déjà des pasteurs protestants qui sont partis, qui en avaient l'autorisation, mais qui reviennent pour revoir leurs troupeaux, comme ils disent. Alors généralement, les pasteurs protestants qui reviennent, souvent on ne les envoie pas forcément dans leur région d'origine. Simplement parce que dans leur région d'origine, ils sont connus. Quelqu'un pourrait dire, mais lui c'est le pasteur en fait, etc. Donc on a par exemple, dans Paris, on a quelques pasteurs du sud de la vallée du Rhône qui viennent. Alors le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont un accent un peu au couteau. Donc il va falloir se déguiser en quelque chose qui peut coller avec une identité du sud de la vallée du Rhône, mais il va falloir qu'ils s'organisent. Donc on a quelques noms, on a Givry, on a Malzac, il y en a beaucoup d'autres, un qui s'appelle Bastide aussi. Ils prennent des noms d'emprunt, ils se déguisent en paysans aussi beaucoup. On sait qu'ils réunissent des petites assemblées pour faire des prières. Alors, quand la police les arrête, ils mettent un point d'honneur à ne pas mentir. Ils disent tout et ils donnent leur carnet. Dans les carnets, on a toute la liste, les endroits où ils ont fait des prières, combien il y avait de gens, il y a tout. Donc, ce qui permet aussi à la police de procéder à des arrestations. Mais eux ne mentent pas. Enfin, ils mentent. Donc, on a des sermons, on a des liasses de sermons prononcés, etc., qui sont aux archives de la Bastille. Ce qu'on sait, c'est qu'ils organisent avant tout des prières. Parfois, ils refusent de faire la scène parce qu'ils disent que les gens sont trop incultes, donc c'est non. Ils disent à la police qu'ils ont le droit de marier des gens et de baptiser des enfants, mais souvent ils refusent. Ils refusent de marier parce qu'ils disent que les enfants à naître naissent hors la loi, c'est-à-dire qu'on transforme des gens hors la loi en mariant les gens. Ou alors, si vraiment les gens jurent, oui, on va partir demain, mariez-nous. Mais sinon, ils refusent, le plus souvent. Donc eux, on les envoie généralement aux îles Sainte-Marguerite.
D'ailleurs, le gardien des îles Sainte-Marguerite, qui s'appelle Saint-Marc, à un moment, il en voit arriver 90 et il écrit à son ministre de tutelle, mais c'est pas possible. Ils se relaient, en fait, ils se sont donné le mot pour chanter les psaumes toute la journée, toute la nuit. Donc évidemment, c'est l'administration française, donc le ministre se fait sortir le plan de la forteresse des îles Sainte-Marguerite. Ils disent, je viens de voir le plan, si vous les mettez là et que vos gars dorment là, ils ne les entendront pas la nuit. Donc je commence à les changer de cellule. Après, donc, deuxième courrier qui leur dit, oui, mais maintenant, ils ont compris qu'on ne les entendait plus, donc ils gardent la vaisselle et ils écrivent les psaumes sur la vaisselle. Alors le ministre réécrit, il dit, alors, vous leur donnez la vaisselle pour manger, et dès qu'ils ont fini, vous retirez la vaisselle. Et le ministre finit par dire, sic, ce sont de pauvres gens, et sous-entendu, de toute façon, on attend qu'ils meurent. Donc vous n'avez pas le choix, vous les gardez. D'autres protestants vont suivre le culte dans les ambassades de pays protestants à Paris. Donc l'ambassade de Hollande entretient un culte en français, et l'ambassade d'Angleterre entretient un culte anglican en français. Ce qui se passe, c'est que, de manière générale, et c'est bien établi, on est en Alsace, donc vous le savez, la politique internationale de Louis XIV, c'est la politique des coups de force et des incidents diplomatiques. Donc Louis XIV n'hésite pas à faire des incidents diplomatiques, à faire arrêter du personnel d'ambassade parfois, pour mettre de la pression, en disant non, mais c'est lettre de créance, il n'est pas dans la lettre de créance, on l'arrête, etc. Donc c'est la politique qui peut être du coup de force, notamment avec les résidents de Brandebourg. Ensuite, vous avez des indicateurs de police en face des ambassades qui font la liste de ceux qui rentrent et qui sortent. Et ce qu'on sait à l'intérieur de l'ambassade, c'est que les gens qui assurent le culte disent aux Parisiens, si vous vous faites arrêter, on ne peut rien pour vous. Enfin voilà, vous venez, pas de problème, etc. Mais on ne peut rien pour vous en cas d'arrestation. Ce qu'on comprend, c'est que malgré tout, il y a un déficit d'encadrement des protestants qui sont restés, qu'ils soient officiellement nouveaux convertis ou non. Il y a quelques pasteurs qui vont et qui viennent, il y a quelques chapelles d'ambassade, mais il y a peu d'encadrement et on voit émerger des hommes charismatiques, au sens de l'apôtre Paul, au sens de Max Weber, c'est-à-dire des gens qui émergent, qui ont du charisme et qui émergent, et notamment un monsieur qui s'appelle Edmé Roger, qui chez lui fait des prières, fait un peu de catéchisme à des enfants, etc. et essaye d'entretenir une forme de communauté et de liens communautaires dans ce contexte de pression importante des années 1680. Pour les commerçants qui vont et qui viennent, alors ça dépend. Beaucoup de protestants qui sont partis reviennent faire du commerce à Paris parce qu'ils ont leurs relations commerciales, mais évidemment ils reviennent munis de lettres des villes dans lesquelles ils se sont installés. Moi je suis un bon bourgeois de la ville de Francfort, je ne suis pas du tout un Parisien qui est parti l'année dernière. Et donc là la police hésite, ou bien parfois elle les fait arrêter, parfois elle ne les fait pas arrêter, et quand elle les fait arrêter, il lui faut un chef d'accusation crédible. Et donc là on voit se déplacer les accusations dans les ordres d'arrestation, qui sont ce que le XVIIIe siècle appelle des lettres de cachet. Dans les ordres d'arrestation, ils ne sont plus arrêtés pour protestantisme, ils sont arrêtés pour complot contre l'État. Vous voyez, on change le chef d'inculpation, mais derrière, c'est de ça dont il s'agit. Mais ça permet de coiffer en fait, toute cette population qui, de fait, a des lettres de ville de la vallée du Rhin pour normalement faire du commerce. Et il faut dire que le plus gros flux qui revient dans la capitale, ce sont les pauvres protestants, et pauvres dans tous les sens du terme, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu la capacité de s'installer au refuge, et qui ont passé 1 an, 2 ans dans la misère, et qui n'ont pas le choix, ils troquent la terre promise contre du pain, ils reviennent. Et alors là, il n'y a pas d'avant-courrier, et on les voit arriver de très 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 loin quand on est de la police parisienne. Et donc c'est pour eux que c'est le plus difficile en fait, parce qu'eux on leur passe rien. Mon dernier point, une fois qu'ils sont officiellement nouveaux convertis, ou d'une fois qu'ils sont revenus, il faut essayer de faire en sorte que ces nouveaux convertis, ou ces protestants cachés, ne recréent pas une communauté. Et donc là, il ne s'agit plus de gérer des flux, il s'agit de revenir à un travail quartier par quartier. C'est-à-dire que les commissaires de chaque quartier de police vont essayer de faire en sorte que les nouveaux convertis ne soient pas voisins. C'est-à-dire ne puissent pas en fait, se mettre d'accord sur le palier, à telle heure on va se voir, on va faire un déjeuner ensemble, entre réformés, etc. Donc la police va surveiller très précisément les adresses des nouveaux convertis pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas trop avoir des relations faciles entre eux. On va aussi les surveiller, notamment ceux qui sont officiellement convertis, c'est-à-dire qu'on va demander aux prêtres de paroisse,
est-ce qu'ils font leur Pâques? Est-ce qu'ils se confessent une fois par an? C'est le décret du Concile de Latran de 1215. Alors là, vous avez plusieurs cas de figure. Vous avez des prêtres de paroisse qui ne dénoncent pas, qui ont bien conscience qu'en face d'eux, il y a parfois des réformés et qui ne les dénoncent pas. Et puis, vous avez des prêtres de paroisse qui, tous les 15 jours, écrivent une lettre de dénonciation. Vous avez tous les profils. Ce qu'on voit, c'est que nouveau catholique, ça reste dans l'esprit de la police une macule qu'on peut conserver longtemps, mais que, passé l'épisode des années 1680, la police va moins s'intéresser aux protestants. Je vous donne quelques exemples. En 1697, donc 12 ans après la révocation, Enoch Grimaud est arrêté, mis à la Bastille. On a son interrogatoire. Dans son interrogatoire, ce qu'on comprend, c'est que Enoch Grimaud, il est principal locataire à Paris, donc il a un immeuble, c'est lui qui paie le loyer au propriétaire pour tout l'immeuble, et ensuite il sous-loue les pièces. Et au fond de l'immeuble, il y a un jardin. Donc il est principal locataire. Dans le jardin, lui-même est protestant, et il enterre des protestants dans le jardin. Donc il le dit dans l'interrogatoire. Et la police dit, écoutez, monsieur Grimaud, on vous laisse sortir, mais à une condition. C'est-à-dire que là, vous allez réouvrir le trou et vous allez jeter de la chaux sur les corps. Donc vous voyez qu'on s'est déplacé de police religieuse à police sanitaire. Vous voyez, le contexte est redescendu. Et donc il il ressort, et voilà. En revanche, nouveau moment de tension, 1702-1704, au plus fort de la guerre dans les Cévennes. Alors là, la police, chaque fois qu'elle voit quelqu'un avec un accent du sud de la France, on l'interroge. D'où vous venez, qu'est-ce que vous avez, c'est quoi ce livre, etc. Vous voyez, de nouveaux moments de tension. Et puis à partir des années 1720 et surtout 1740, on voit l'étau policier se desserrer. Et donc les enterrements de protestants peuvent se faire en plein jour, avec l'assentiment de la police, ça ne pose plus de problème aux voisins, etc. L'étau s'est très largement desserré à partir du milieu du XVIIIe siècle, mais vous l'avez vu, ça a mis du temps. Ce qu'on peut dire sur faire chanter les lendemains, c'est que vous avez des gens qui sont restés protestants, vous avez des gens qui ont hésité. Comment est-ce qu'on le voit? On a un petit indice, alors il vaut ce qu'il vaut, ce sont les testaments. Il y a eu des entreprises de dépouillement de testaments dans le Paris du XVIIe et XVIIIe siècle. J'en ai dépouillé moi-même quelques-uns dans des études où on retrouve des études de notaire où on retrouve des protestants. Je le dis un peu en caricaturant, dans ce monde officiellement catholique, on reconnaît souvent les protestants parce qu'ils, dans leur testament, ils n'élisent pas un lieu de sépulture. Évidemment, ils ne disent pas je vais être enterré dans tel cimetière, parce qu'ils vont être enterrés ailleurs. Donc là, vous avez un indice, mais j'ai trouvé aussi quelques testaments de la période de tension. Celui d'Esther Daly, le 5 février 1687, par exemple, elle teste, et devant le notaire, elle fait écrire qu'elle est en train de voir un prêtre catholique pour peut-être se convertir. Mais au moment où elle teste, elle est encore protestante. Et donc ce qu'elle veut, c'est que si elle est catholique, si elle finit par se convertir, ce prêtre choisira son lieu de sépulture. Et sinon, elle ne choisit pas de lieu de sépulture. D'accord ? Donc vous voyez qu'on peut imaginer que ça a pu vraiment et sincèrement travailler les consciences. Même si le problème, c'est qu'évidemment, les notaires sont des officiers royaux et ils n'ont pas le droit de faire d'actes contraires à la loi. Donc évidemment, c'est un biais de la documentation, mais, si j'ose dire, on a à peu près que ça pour tenter peut-être un peu de sonder les consciences. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle fécondité pour cette traque? Alors, le premier élément, c'est que cette traque, c'est un échec. C'est un échec. On estime qu'il y a 180 000 réformés français qui sont partis alors qu'ils n'avaient pas le droit. Donc c'est un échec, dans tout le royaume. Il y avait entre 6 et 9 000 protestants dans la capitale avant la révocation. Après la révocation, des nouveaux convertis plus ou moins bien convertis, il y en a encore 4 000. Donc ça veut dire qu'il y en a environ 5 000 qui se sont évaporés. Donc c'est un échec de la police. Premier élément, c'est un échec. Cet échec, j'y insiste, il a dépendu de la capacité à migrer de ces réformés, être plus ou moins capable de bouger et de s'installer au refuge. Ce que je trouve important,
dans cet échec, c'est que les protestants, avant la révocation de l'édit de Nantes, contre la monarchie qui les persécutait juridiquement, ils répondaient juridiquement. Et là, ils n'ont pas le droit de partir et ils partent. Ils ne l'ont pas vécu comme ça, probablement, mais c'est un geste politique. C'est-à-dire qu'ils ont changé la règle du jeu. Et c'est finalement là qu'ils ont eu peut-être le plus de succès, si j'ose dire, dans leur malheur, en changeant complètement la règle du jeu, plutôt que les 3 décennies d'étranglement où il avait fallu se taire, accepter que le temple soit détruit parce qu'on avait dit que la preuve du temple, elle n'était pas bonne, donc on détruit le temple. Là, disent, bah non, nous, on s'en va en fait. Donc vous voyez que ça met en question aussi le fait de ce que peut un État sur ces sujets. On a l'équivalent sur ce que fait la monarchie anglaise aux catholiques à la même période. Il y a eu une étude récente de Lisbeth Correns qui est passionnante et on voit des analyses assez similaires. Deuxième point de ma conclusion, c'est que malgré tout, il y a des succès policiers. C'est-à-dire que la police a procédé à ce que Christelle Bernat, l'historienne des communautés protestantes du sud du Massif central, appelle un urbicide choisi. C'est-à-dire que la monarchie et la police a réussi à faire disparaître le protestantisme de Paris. C'est-à-dire qu'officiellement, à Paris en Île-de-France, il n'y a plus de protestantisme. On a détruit les temples, etc. C'est un urbicide choisi. Comme au moment des guerres de religion, on avait détruit certaines maisons, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a des gagnants et des perdants de la révocation. Au moment de la révocation, il y a des protestants qui ont tout perdu, qui ont parti, qui n'ont pas pu s'installer, qui sont revenus, qui ont été envoyés aux galères, qui ont fini leur jour en prison, etc. Et il y en a, si j'ose dire, qui ont senti le vent tourner, qui sont convertis et qui ont fait de belles carrières. C'est le cas de Samuel Bernard. C'est le cas aussi d'autres réformés qu'on voit arriver, qui sont partis de France et qui ensuite ont des compétences très pointues, par exemple d'horlogerie, par exemple de marqueterie, et qui écrivent au Conseil du Roi en disant « mais moi je me réinstallerai bien dans Paris, mais je n'ai pas envie de me convertir ». Le Conseil du Roi rend un arrêt en commandement en disant « d'accord ». Ils négocient leur retour. Vous avez des gens qui négocient aussi leur retour. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. Donc il y a des gagnants, il y a des perdants. Évidemment, l'aspect le plus massif, c'est celui sur lequel j'ai le plus insisté dans mon étude, c'est cette nouvelle police qui s'affirme, c'est-à-dire cette police qui parvient à identifier, la police parisienne, même avant la lieutenant générale de police, elle a toujours réussi à identifier des individus, elle réussissait à arrêter des gens, mais avec ce volume-là, il y a un effet de masse, d'identifier des milliers d'individus, de les traquer, de les stocker, de les faire parler, de gérer les cris, etc., de faire appel à la fois à des commissaires, à des militaires, qu'on tient par des aspects de chaîne de commandement administratif, qu'on tient d'un point de vue personnel, par exemple avec des gens comme François Desgrès. Il y a toute une organisation policière qui crée ce qu'on peut appeler un pli dans l'organisation policière, puisque 30 ans après, finalement, la monarchie finit par reconnaître qu'elle a besoin de gens comme François Desgrès qui peuvent suivre des individus, faire des filatures, et on finit par créer officiellement le corps des inspecteurs de police. Et donc on officialise un besoin. Mais c'est finalement une défaite de la monarchie qui finit par dire « j'ai besoin de ces gens-là » et fait la liste de leurs fonctions. Alors qu'avant, ils avaient ce que les historiens de la police appellent un chèque en gris. C'est-à-dire qu'ils avaient une situation un peu floue, on leur donnait des ordres flous, ils étaient violents sur le terrain et on pouvait toujours dire « mais moi je lui ai rien demandé ». Vous voyez ? Donc c'est un peu la limite de l'officialisation. C'est, je crois, l'aspect le plus massif, en tout cas d'un point de vue policier, de cette traque contre les protestants. Je vous remercie. Alors, comme habituellement, il y a un temps de questions avec le conférencier, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Peut-être juste une remarque et une question à la fois. Le temple de Charenton a été détruit plusieurs années avant la révocation, il me semble. Il a été détruit. Est-ce que vous auriez des informations plus précises? Alors, le temple de Charenton a été détruit bien avant la révocation, puis il avait été rétabli, et au lendemain de la révocation, il est détruit, si j'ose dire, pour de bon. Ah, il a été rétabli? Il y avait eu un incendie du temple de Charenton. Le temps après sa construction.
Pardon? Peu de temps après sa construction. Oui, c'est ça. Et puis, on avait refait un temple de Charenton pour, au moment de la révocation de l'édit de Nantes, ce que la monarchie avait imaginé, et ça s'était ébruité, donc il n'avait finalement pas fait, il voulait attendre le dimanche suivant pour que les protestants se réunissent. Il voulait faire entourer le temple rempli de protestants par des militaires et faire crier par des habitants de Charenton « Réunion ». C'est-à-dire procéder à ce qu'on appelle une conversion par acclamation, une conversion sous-entendue forcée. Et puis manifestement, la chose s'était ébrutée. Donc dès les lendemains de la révocation, on voit le commissaire Delamarre, dont j'ai parlé, puis quelques autres commissaires qui s'entourent de militaires, et ils prennent des charpentiers et des maçons, et on démonte le temple de Charenton. Pareil pour les lieux d'assistance réformés, qui sont confiés soit à des paroisses parisiennes, soit à des hôpitaux parisiens, soit à des couvents parisiens, puisque comme vous le savez à cette époque, les cimetières sont toujours pleins, les fosses communes débordent toujours, donc on a toujours besoin de nouveaux terrains, donc on peut reconfier les cimetières, reconfier les bâtiments, etc. Mais le temple de Charenton est détruit la dernière fois, au lendemain vraiment de la révocation. Oui. Est-ce que la monarchie essaie de mobiliser le clergé? Parce que vous avez parlé à un moment du curé, mais si je me propulse dans le diocèse de Reims au XVIIe siècle, Monseigneur Le Tellier, frère de Louvois d'ailleurs, écrit une lettre que je n'ai pas retrouvée, mais en tout cas j'ai le résultat, tous les curés du diocèse de Reims, un an après la révocation, donc octobre 1686, envoient au mieux la liste, nom, prénom, chef de famille, profession, madame, les enfants. Au moins, il y a une famille, deux familles, font leurs devoirs, ne font pas leurs devoirs, etc. Évidemment, pour Sedan, c'est trop gros, mais pour Haï, on a toute la liste, et je sais s'il y a des vignerons protestants là-bas. Et donc, Monseigneur Le Tellier, je ne sais pas s'il est en lien, s'il agit de sa propre autorité ou s'il a eu un contact avec le roi, mais en tout cas organise une enquête sur le comportement des nouveaux catholiques de son diocèse. Là, je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de systématique à Paris. Alors, il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est qu'avant la révocation, on a vraiment l'impression que la police est au service du clergé. Il faut permettre au clergé d'accéder aux protestants. À partir de la révocation, la police utilise l'église pour une chose très simple, pour enfermer des protestants. C'est-à-dire que les prisons débordent, et donc on met des protestants dans des couvents, et donc il faut que l'archevêque de Paris signe des mandements pour autoriser l'entrée dans les couvents. Et donc ce qu'il fait, c'est comme les ordres du roi, ils sont envoyés en blanc, il y a des mandements envoyés en blanc. Mais quand la police ne respecte pas cette obligation, on a l'évêché qui écrit à la police, vous ne pouvez pas faire entrer et faire sortir des gens des couvents sans le mandement. Évidemment, vous le faites, mais faites au moins semblant de le demander. En fait. Et ensuite, il y a effectivement ces listes. Alors ces listes, il y en a qui ont existé, des listes complètes, moi j'en ai pas vu. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas existé, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas conservées, ce qui peut aussi vouloir dire que je ne les ai pas trouvées, ce qui est possible. Voilà. Il semble que au-delà des listes, au-delà du travail d'enquête éventuellement demandé par l'évêché, des prêtres de paroisse sont en lien avec des commissaires de police de leur quartier. Et donc là, on a bien l'impression qu'ils signalent la présence de protestants. Ils peuvent éventuellement signaler aussi la présence de pasteurs de telle ou telle chapelle d'ambassade qui font des visites dans des domiciles particuliers de Parisiens. Et on a par exemple un curé qui écrit à un commissaire en disant « le pasteur de telle ambassade va ici, ici, ici ». Et le commissaire répond au curé, très bien, faites le chemin juste après lui, vous faites le même chemin, vous le suivez, et vous rentrez chez les gens pour discuter avec eux. Voilà. Donc, moi j'ai trouvé ce type de document-là. Voilà ce que j'ai trouvé, pour vous répondre. Je vais vous poser une question, mais qui est un peu limite et un peu embêtante. 1681, Strasbourg, Louis XIV donc, arrive,
Mais Strasbourg est plein de protestants. Donc je pense que tout ce monde-là n'a pas pu exister en 1680 à Strasbourg. Alors, je crois l'avoir précisé, mais l'édit de révocation ne concerne pas l'Alsace. Ne concerne pas l'Alsace. C'était d'ailleurs, au moment du rattachement au Royaume de France, c'était un des grands sujets, en fait, et Louis XIV avait bien garanti ce qu'on appelait à l'époque les privilèges et les libertés. Oui, il avait garanti tout ce qui voilà. était l'origine germanique, allemand, et ainsi de suite. Voilà, les luthériens d'Alsace ne sont pas concernés par cette mesure de révocation, comme ils n'avaient pas été concernés en fait par l'édit de Nantes, puisque en 1598... Oui, mais Louis XIV l'a appliqué à Sedan et à Metz qui n'étaient pas concernés. Et les juristes des deux lieux ont essayé de faire valoir. Et là, il n'y avait pas les traités d'Estphalie pour protéger. Donc, je vous renvoie à ce que j'ai dit sur lutter contre chercher à lutter par le droit contre la monarchie, c'est déjà avouer qu'on se plie aux règles en fait. Cela dit, pour Strasbourg, il a quand même juste déplacé personnellement. Oui, il y a des déplacements aussi au moment de la conquête de l'île. L'île très catholique, il y a un déplacement personnel du monarque, parce que sujet sensible, les réformés dans le nord de la France, et Louis XIV aussi se déplace, puisque une partie de l'état-major qui fait la campagne est protestante à cette époque-là, autour de l'île. Donc ça c'est un sujet pour les Lillois qui ne sont pas très contents de voir arriver des protestants dans cette île très catholique. Et les Huguenots n'avaient pas le droit de se réfugier à Strasbourg. Ils n'ont pas le droit de partir, évidemment, sous-entendu dans un lieu de liberté. Oui. Quel est le souvenir, enfin, dans toute cette histoire que vous avez racontée, quelle part a le souvenir très frais des dragonnades qui a traumatisé la communauté protestante et bien au-delà, parce que ça a fait un scandale même européen. Parce que voilà, les protestants de cette époque ont encore ça en mémoire et donc alors les dragonnades c'était pas la police, mais on a bien vu qu'il y avait une grande porosité entre police et armée, et donc voilà, je sais pas si je suis clair. Très clair, très clair, je vais essayer de vous répondre. Alors les dragonnades, pour le dire, c'est le logement de troupes chez les gens. Les troupes qui se comportent extrêmement mal, et l'idée c'est de pousser les gens chez qui elles prennent leur quartier à la conversion. Il se trouve que la monarchie, Louis XIV, la maison du roi, le ministère de l'Intérieur si vous voulez, n'est pas très pour faire rentrer des troupes de ligne dans la capitale. On a quelques courriers. La dernière fois que beaucoup de troupes de ligne étaient rentrées dans la capitale, c'était pendant la Fronde. Ça s'était très très mal passé. Le roi lui-même, je vous renvoie à Alexandre Dumas dans sa saga. En revanche, le principe des dragonnades connaît un équivalent au sein de la capitale. On va utiliser de petits officiers de justice, des sergents, des huissiers, qu'on va mettre en logement chez les gens. Pour évidemment, de la même manière que des dragons, essayer de les forcer à se convertir. Parce qu'il faut imaginer que derrière tous ces petits officiers de justice, derrière François Desgrès, derrière des huissiers au Châtelet, etc., il y a toute une population, plus ou moins gentille, vous voyez, quand elle procède à des logements. Et donc ça a été un des moyens. C'est pas le plus important, mais ça a été, si j'ose dire, une des cartes dans les mains, en plus d'obliger les boutiques à fermer, en plus d'enfermer les gens. Il y a eu toute une série de mesures, et effectivement, le logement momentané de petits officiers de justice, de petits praticiens chez les gens a été utilisé. C'est l'équivalent. Hein, oui. J'avais une question sur les différents agents mobilisés par le pouvoir pour appliquer la révocation, donc qui sont évidemment catholiques, et est-ce qu'on arrive à cartographier la diversité de leur catholicisme? La question subsidiaire étant, y a-t-il des jansénistes dans tout ça? Question sur laquelle, je le dis tout de suite, je ne suis pas très compétent.
Je travaille actuellement sur l'histoire sociale de la police parisienne au XVIIe siècle. Ce que je vois, ce sont beaucoup de ce qu'on pourrait appeler des dévots. Donc il y a l'Araignée lui-même, il y a ceux qui se chargeaient de la police à Paris avant l'Araignée. C'est la famille d'Aubray, qui sont extrêmement proches des Sulpiciens, la famille de Ollier, etc. Je ne sais pas si vous situez un peu ces gens-là. Donc Ollier, c'est le beau-frère du lieutenant civil du Châtelet. Puis l'oncle, parce que c'est le fils qui prend la suite. Donc on est dans ce monde-là. L'Araignée lui-même est lié à Jean de Garibaldi, donc qui a financé les missions étrangères. Et parmi ce personnel de police, donc François Desgrès, j'ai du mal à le situer, peut-être aussi parce que je ne suis pas spécialiste d'histoire religieuse, il faut bien le dire. En revanche, en plus de François Desgrès, il y a un dénommé Pierre Osillon ou Ancillon, qui est un protestant montpelliérain. J'ai retrouvé son acte de baptême à Montpellier, qui s'est converti, qui est marié avec une actrice de la troupe de Molière, et qui semble être au moins autant l'homme de Louvois, ministre de la guerre dans Paris, que l'homme de l'Araignée, lieutenant général de police. On le voit agir à peu près à égalité pour ces deux hommes, mais c'est un nouveau converti. Voilà. Je n'ai pas d'autres informations là. Je ne peux pas être plus fin dans l'analyse que ça. Pardon. Une dernière question peut-être ou Eh bien sinon, je propose de remercier encore Pierre Benoît Romani pour ça. Merci.